Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Sacha Guitry, c'était la belle vie. Tel est le titre du dernier ouvrage de Jacques Pessis, paru à la librairie Vuibert. Et l'auteur est cet après-midi l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour chère Anissa, bonjour à tous. Comment mieux lancer cette dernière semaine en direct sur les ondes que par une émission consacrée au grand Sacha et de surcroît en compagnie excellente. Un Guitry pouvant en cacher un autre, Lucien aussi cet après-midi devrait être de la fête. Quelle imitation s'y croirait. Nous irons ensuite visiter les théâtres parisiens de Sacha Guitry. Oui, l'auteur, directeur, metteur en scène, interprète s'est produit dans tant de belles salles qu'il serait peut-être plus rapide d'évoquer celle où il n'a pas joué. Mais je pense que Clémentine nous fera surtout visiter le théâtre Édouard VII, qui est en quelque sorte la seconde maison du second Guitry. Prononcez son nom et déjà vous êtes au théâtre, dans ce creuset de toutes les excitations, devant ce rideau de velours rouge qu'il a si bien décrit et qui est là, frémissant, dans cette salle qui bruisse comme une ruche et qui, après un silence, s'apprête à exploser de rire, à tant de mots d'esprit, à tant d'audace, de culot maîtrisé et d'impertinence. Sacha Guitry aura passé sa vie à jouer la comédie, à la ville comme à la scène. On peut dire qu'il a joué sa vie, une vie qui pourrait de loin ressembler à un vaudeville, mais qui, lorsqu'on s'approche un peu, ressemblerait à un drame, grand et beau drame, où le seul de taille à lui donner véritablement la réplique est son père, le grand comédien Lucien Guitry. Comment expliquer qu'un adolescent qui n'a jamais pu dépasser la classe de 6e se soit mis subitement à écrire des pièces, et des pièces à succès pour beaucoup d'entre elles? Sacha n'a jamais eu qu'un seul moteur, ressembler à ce père qu'il adore par-dessus tout et dont il admire depuis toujours les triomphes sur scène. Si le Guitry numéro 2, Sacha, a écrit pas moins de 124 pièces au cours de sa vie, s'il y a déployé une énergie à ce point considérable, c'est parce qu'il s'est donné un but qui le guidera toute sa vie, prouver au Guitry numéro 1, Lucien, l'immense vedette des planches, qu'il n'a pas eu tort de conserver ce nom de Guitry que le père voulait garder pour lui. On peut dire que pour le fils, l'ombre de ce père aura été littéralement écrasante. Le grand comédien était lui-même le dernier enfant d'un riche boutiquier parisien, un homme qui tenait commerce de couteaux et de rasoirs dans la galerie du Palais Royal. Est-ce la proximité de la comédie française? Toujours est-il que les parents de Lucien, qui étaient fous de théâtre, n'ont cessé d'y mener leurs enfants. Voilà comment peuvent naître certaines vocations. Lucien n'a pas mis longtemps à trouver la sienne. À 15 ans, il entrait au conservatoire. À 18, il triomphait sous les traits d'Armand Duval dans La Dame aux Camélias. On en donnerait plus de 100 représentations au gymnase. Et Francisque Sarcey, le grand critique de l'époque aux Gaulois, l'encense. Une carrière admirable et lancée, écrit-il. Et vous savez qu'une critique de Francisque Sarcey, ça valait consécration à l'époque. 100 représentations, c'était beaucoup pour l'époque dont nous parlons. Au passage, Lucien va séduire Renée de Pongeste. Elle est la fille d'un ancien officier de marine devenu écrivain à succès, grand feuilletoniste Pongeste. Il décide donc d'épouser Renée. Le feuilletoniste n'est pas d'accord, veut s'y opposer, mais il n'y arrivera pas. Lucien, dans la foulée, se voit proposer une place en or, pensionnaire au Théâtre Michel de Saint-Pétersbourg, où se jouent des pièces dans la langue de Molière, des pièces qui se jouent en français devant les élites russes francophiles. Voilà le genre d'offre qui ne se refuse pas, surtout lorsqu'on sait combien c'est payé. C'est très très bien payé ce genre de prestations en Russie. Lucien signe pour 9 saisons d'hiver, de 1882 à 1891 compris. Et c'est dans la capitale de l'Empire russe que vont naître Jean en 1884, puis Alexandre, évidemment le bien nommé si je puis dire, Alexandre comme le tsar, le 21 février 1885. D'ailleurs, il a cet enfant-là pour parrain, le tsar Alexandre III, en personne. Sa nourrice locale l'appelle par le diminutif russe d'Alexandre, Sacha, et ses parents vont prendre l'habitude d'en faire de même. Et voilà comment est né, si je puis dire, Sacha Guitry. Dès l'été 1885, le jeune couple est de retour à Paris. Ça se déchire beaucoup, on ne peut pas dire qu'ils s'entendent bien. Renée veut sa part de gloire et de scène, mais son mari s'y oppose, c'est ça la vérité. Lucien est très imbu de son nom et il redoute que sa femme ne ternisse ce nom par un talent dont il considère qu'il serait moins éclatant que le sien. De son côté, Renée a beau tolérer les liaisons innombrables de son mari, elle s'irrite de la place inouïe prise par celle qui à l'époque est Notre-Dame du théâtre.
Madame Sarah, comme dira Sacha, Sarah Bernard bien sûr, qui va littéralement dévorer la vie de Lucien. Il est vrai que Lucien idolâtre cette grande dame des planches depuis qu'il lui a donné la réplique dans Hernani. On le voit chaque jour mendier les conseils de Madame Sarah comme autant d'oracles. Et voilà qu'un troisième enfant vient qui aurait pu rapprocher les deux époux. Hélas, le petit garçon n'est pas viable et finalement, René et Lucien vont se séparer. En février 1889, le divorce est prononcé au tort de Lucien. Les deux garçons se voient donc confiés par la justice à la garde de leur mère. Lucien Guitry va devoir repartir seul pour la Russie. Sur les bords de la Neva, il est fêté par toute la ville. Il est devenu le héros de Saint-Pétersbourg, Lucien Guitry. Mais il n'en est pas moins très déprimé. On le voit errer comme une âme en peine dans son immense appartement de 20 pièces sur la perspective Nevski. Le petit Sacha, qui est tellement attachant, le petit Sacha tellement vif, lui manque et lui manque cruellement. Un beau jour, une idée lui vient qu'il va s'empresser de mettre en œuvre dès son retour en France. Il a formé un projet un peu extraordinaire. Ce jeune fils, il va l'enlever. Il va enlever Sacha. Il y a une habitude dans la famille Guitry, quand Lucien est, non pas à Saint-Pétersbourg mais à Paris, chaque dimanche, il passe chercher ses fils chez leurs grands-parents paternels, dans leur appartement du Palais Royal, pour les emmener se promener et déguster des pâtisseries. Et lors d'une de ces visites rituelles, Sacha descend seul. Son grand frère a été puni par sa mère, il est privé de sortie. C'est l'époque où on punit les enfants de sortie, vous savez. Le grand comédien emmène donc son fils favori seul, seulement au lieu d'emprunter le chemin habituel, le fiacre prend cette fois-ci le chemin de la gare du Nord. L'enfant est éberlué, il suit son père sans trop oser parler, il le suit jusqu'au quai du Nord Express. Il faut imaginer un quai envahi de vapeur à l'époque, bien sûr. Le convoi ne va pas tarder à s'ébranler. Et lorsque, ce dimanche soir, Jean rentre seul chez sa mère, René est totalement abasourdi. Est-ce que Lucien aurait emmené Sacha en Russie? Est-ce que c'est possible? Il est capable de tout, cet homme-là. On appelle la police, on aura beau télégraphier au poste frontière pour faire arrêter le ravisseur. On ne pourra rien faire. Sacha, enroulé dans une couverture, caché sous la banquette du wagon-lit, échappe à l'attention des douaniers. Le Nord Express glisse, illuminé à travers la nuit. Il fonce à toute allure, plein est, plein nord, vers la frontière russe. Lucien vient bel et bien d'enlever son fils. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi pour bien commencer la semaine au cœur de la relation complexe entre un père et son fils, Lucien et Sacha Guitry. Sacha Guitry sera connu plus tard pour ses innombrables pièces, films, mais aussi pour ses célèbres traits d'esprit. Alors justement, avant qu'on poursuive cette histoire d'enlèvement de Lucien, enfin de Sacha par Lucien, j'ai quand même envie que vous nous citiez quand même quelques-uns de ses traits d'esprit et des phrases célèbres de Sacha. Vous savez, à froid, c'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai que Sacha avait ce don extraordinaire. Il avait l'esprit très vif, le fameux esprit parisien. Ah, il le possédait vraiment. Et même de manière puissante. C'était souvent assez cynique. Il y a beaucoup de cynisme en fait. Si vous lisez à froid pour le coup les pièces de Guitry, vous verrez des remarques. Il dit par exemple, si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pensais d'eux, ils en diraient encore bien davantage. Ah, j'adore. Ou encore, il y a des gens sur qui on peut compter, ce sont généralement des gens dont on n'a pas besoin. Et il disait aussi, il va falloir qu'un jour je me décide à lire les livres que depuis 30 ans je conseille à mes amis de lire. Et dans une de ces pièces, on trouve cette réplique. J'ai l'impression que la morphine, c'est une chose que les médecins donnent aux malades pour pouvoir, eux, dormir tranquilles. Oui, la morphine, c'est pour faire dormir les médecins. L'authenticité n'est en rien, disons-le, le fort de Sacha Guitry, qui est un poète, qui est un magicien des mots et des sentiments. Son registre, vous l'aurez compris, est celui de la fantaisie et d'une fausse légèreté. Nous verrons tout à l'heure avec Jacques jusqu'à quel point cette fantaisie cachait parfois une forme de dureté, voire d'obscurité. En 1910, Sacha prononcera au Théâtre Antoine une conférence sur le thème de la loufoquerie. Vous voyez, ça lui allait très bien. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, le petit Sacha a 5 ans. Il est caché donc dans le wagon du Nord Express, ce train de luxe très rapide là qui s'en va vers Saint-Pétersbourg. Il est très excité. Vous imaginez l'aventure. Son père acquiert à ses yeux une dimension alors qu'il n'avait encore pas, accru par le sentiment de cette complicité. Le petit Guitry va vouer au grand une vénération qui désormais n'aura plus de bornes. On peut parler entre ce fils et ce père d'un véritable coup de foudre. À Saint-Pétersbourg en tout cas, Lucien Guitry effectue l'ultime
l'ultime saison de son contrat russe avec Bonheur. Il est là avec son fils, c'est une véritable communion entre les deux. Sacha ne veut plus quitter Lucien, le comédien s'amuse de ce qui est une véritable passion filiale et il va faire confectionner pour l'enfant des costumes qui sont, vous savez, la reproduction exacte des costumes qu'il porte lui-même sur scène. Il y a un habit marron d'Armand Duval, il y a un pourpoint d'Hamlet, etc. Et c'est comme ça que Sacha se produit devant les domestiques dans l'appartement de la perspective Nievski jusqu'à ce qu'il se trouve en situation d'impressionner un tout autre public. Lucien est en effet invité par le tsar à se produire dans une pantomime au palais de Gatchina. Il décide de confier à son fils un rôle à sa mesure, l'apparition finale d'un Pierrot enfant. Autant vous dire que c'est le clou du spectacle. Le tsar Alexandre III, c'est ce tsar qui a l'allure d'un ogre, ce personnage gigantesque, mais qui en fait est un homme très, très doux dans l'intimité. Il est enchanté, il applaudit à tout rompre, il est tellement ravi qu'il décide d'asseoir son jeune filleul, le petit Sacha, juste à sa droite pendant tout le souper. Vous imaginez ça? Et lorsqu'une semaine plus tard prend fin l'engagement de Lucien en Russie, c'est pour Sacha la plus extraordinaire des escapades qui s'achève. Sauf que de retour à Paris, le petit garçon est rendu à sa mère. Jean, ce grand frère qu'il adore, est un petit peu jaloux forcément, surtout quand l'autre lui raconte tout ce qu'il a vécu là-bas au pays des tsars. Quant à Renée, qui a enfin réalisé son rêve de devenir comédienne, entre-temps, elle n'est quasiment jamais chez elle. Elle décide de mettre ses deux fils en pension. Et pour Sacha, c'est le début d'une nouvelle carrière de cancre cette fois. Ah oui, mais alors le vrai cancre. Il n'y a qu'au catéchisme qu'il est de bonne note. Sa mère se dit qu'on pourrait en faire un ecclésiastique et Sacha, qui a peur de ce destin, qui ne l'attire pas pour un sou, se met à devenir du coup chahuteur, très turbulent pour essayer de se faire détester des profs. Il y arrive d'ailleurs très bien. Il ne tarde pas à se faire renvoyer et on va voir le joyeux Drille fréquenter ainsi une bonne dizaine d'établissements successifs. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'arrivera jamais à dépasser la classe de 6e. Alors, je dis pas que c'est un exemple, hein, attention, pour les jeunes auditeurs qui nous écouteraient, c'est pas parce que Sacha Guitry... Oui, essayez de continuer un peu quand même. À 13 ans, il fait l'école buissonnière, il va régulièrement rendre visite à son père qui maintenant habite un luxueux appartement de la place Vendôme. Et alors là, faut voir les gens que reçoit Lucien Guitry. Vous trouvez Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capu, Georges Feydeau, Edmond Rostand, Léon Blum, Georges Clémenceau, tout ce monde-là qui est à dîner chez le père. C'est assez extraordinaire le cercle intime de Lucien Guitry, tellement plus passionnant et drôle que ce qu'on peut apprendre à l'école. Vous imaginez quand vous discutez avec Tristan Bernard ou Georges Clémenceau, ça vous donne pas forcément envie d'aller ensuite faire vos devoirs. Mais non. Lucien raconte ses dernières aventures. Un soir dans sa loge, un vieil homme du monde vient lui serrer la main et l'invite à dîner pour le mardi suivant. Très bien entendu, dit Lucien Guitry. Avec joie, cher monsieur. L'homme s'éloigne et Lucien, qui se croit seul, dit à son habilleur qui est juste à côté, il lui dit: tiens, vous me ferez penser d'écrire à ce vieux schnock que je ne dînerai pas chez lui mardi prochain. Et à ce moment-là, il voit dans la glace que le type est là. Il se retourne et dit: parce que mardi prochain, je dînerai chez mon vieil ami qui est ici. Lucien encourage Sacha dans la voie de l'impertinence. La seule règle pédagogique qu'il finisse par inculquer à ses fils, c'est « amusez-vous bien ». Il fait voler à Sacha le cahier des classes du collège devant ses amis, il dit un mot de réprimande des professeurs. Jeudi 2 mars, Guitry frères n'apportent aucun soin ni à leurs devoirs ni à leurs leçons, ils lisent trop de romans. Samedi 21 avril, le jeune Guitry est d'une insouciance exaspérante. Décidément, il traverse une mauvaise période. Mercredi 26 avril, les frères Guitry arrivent en dansant pour faire leur étude. Non, mais de quel droit? On imagine les professeurs exaspérés par cette famille impossible. Et quand Guitry père, qui partage avec Sarah Bernard l'affiche des plus grands succès de ce temps, lance une nouvelle pièce, évidemment, Sacha est là où il faut pour un petit garçon. Il est là dans la coulisse et surtout, pendant les répétitions, il est dans l'appartement de son père. Il va contracter là une véritable fièvre du comédien. Il aime le théâtre, il l'aime d'amour. Il demande à son père l'autorisation de monter à son tour sur les planches. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, Lucien se montre quand même assez peu emballé, mais il va d'ailleurs s'y opposer un certain temps. Il ne voudrait pas que son fils utilise son nom. C'est toujours cette espèce d'obsession du nom, vous savez. Ce nom qu'il a mis tant de temps, lui, à faire briller. Alors Sacha va essayer d'autres voies. On le voit tenter de devenir dessinateur. C'est un bon séducteur aussi. Et lorsqu'il finit par revenir à la charge, son père se montre évasif. Il va poser deux conditions à son accord. Premièrement, que Sacha joue d'abord en province et le plus loin possible de Paris. Toujours pas venir lui faire d'ombre. Hein. Et d'autre part, qu'il prenne un pseudonyme. Et ça, l'enfant l'accepte mal. Mais ce nom, dit-il, c'est aussi le mien. Et c'est pour faire ses
preuve que sans dire un mot, il se lance tête baissée dans l'écriture d'une première pièce. Il a 14 ans à l'époque. Cette toute première pièce s'appelle Le Page. C'est un opéra bouffe médiéval dont Gaston Leroux écrira à l'issue de la représentation. La chose est d'un rire énorme et tranquille. Le soir de la Générale, Lucien est là, tellement furieux que, une fois de plus, il décide de briller par son absence et il fait demi-tour avant même d'entrer dans le théâtre où l'on joue son fils. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des Guitry. Lucien, le père, et Sacha, le fils. Une relation très forte pour l'instant, on le voit, sauf que ça commence à dégénérer un peu. Ça dégénère d'autant plus que le fils a maintenant l'âge d'aller piquer les maîtresses de son père. Oui, parce qu'il aime bien les jeunes femmes, Lucien Guitry, et il est notamment tombé plus ou moins amoureux de Charlotte Lisès. Et dans les coulisses du théâtre de la Renaissance, dont Lucien est maintenant le patron, eh bien Sacha a fait la connaissance, c'est le moins qu'on puisse dire, de Charlotte. Et l'année suivante, la tension va s'aggraver encore. Nous sommes là en février 1905. Sacha vient de décrocher un rôle chez son père au théâtre de la Renaissance. Donc il joue sous le nom d'emprunt de Jacques Lorset, parce que toujours pareil, le père ne veut pas qu'on utilise son nom. Il joue le rôle du berger Paris dans une pièce de Jules Lemaître et il porte pour l'occasion un costume style antiquité, vous voyez le genre, un peu péplum. Bon. Et entre les deux représentations de matinée et de soirée, il se dit qu'il a bien le temps d'aller dîner chez un ami. Seulement, il rentre au théâtre en retard, il oublie sa perruque dans le fiacre et de sorte que son casque, lorsqu'il le met sans perruque, lui tombe littéralement sur les yeux. Il est complètement ridicule. Quand il arrive sur scène, le public éclate de rire. Il y a des gens qui sifflent. Bref, c'est un désastre. Lucien est furieux. Sacha va trouver son père pour s'excuser, ce qu'il fait maladroitement, et Lucien ne décolère pas. Il a le visage dur, fermé, le ton monte, altercation, vive altercation, et c'est le point de départ de la plus célèbre brouille des people de l'époque, si je puis dire, une brouille qui va quand même durer 13 ans, vous imaginez ça? Les vrais motifs sont ailleurs, bien entendu, nous dit Henri Gidel dans son beau livre sur les deux Guitry, sans quoi la réconciliation serait intervenue beaucoup plus tôt. Lucien supporte mal la volonté tenace qui anime Sacha de se tailler une place sur la scène. De son côté, Sacha a été heureux, certes, de profiter de l'appui de son père pour faciliter ses débuts, mais il sent obscurément qu'il ne peut développer ses dons sans une rupture complète avec Lucien, dont la personnalité si puissante l'étouffe. Et peu à peu, Sacha Guitry s'impose au théâtre. Il monte une nouvelle pièce, le KWTZ, au théâtre des Capucines, puis Nono, qui va être joué quand même 22 fois. Et au fil des pièces, Sacha affine son écriture, il trouve son ton, il se découvre ce style inimitable, ce je ne sais quoi qui, plus qu'une signature, fait reconnaître Guitry au bout de 3 ou 4 répliques, nous dit Gidel, une lucidité qui se cache sous l'apparente gaieté. Sacha Guitry a emménagé avec Charlotte, maintenant rue d'Anjou, il ne se gêne plus du tout. Avec sa pièce Chez les Oacs, qui est jouée au Théâtre Antoine en 1906, il connaît de nouveau le succès, mais peu avant la dernière, André Dubosc, l'acteur principal, l'abandonne et Sacha doit reprendre le rôle lui-même. Ça, c'est très important parce qu'à partir de ce jour, c'est lui qui va jouer les rôles principaux de toutes ces pièces. Et ce seront presque autant de triomphes. C'est extraordinaire, cette carrière-là. Les fils connus des hommes célèbres font connaître le prénom de leur père, écrira Sacha Guitry. Et à la veille de la Grande Guerre en 1915, il s'essaie au cinéma. Vous savez qu'il va réaliser une conférence filmée qui s'appelle Ceux de chez nous et qui immortalise à l'écran les plus grands artistes du siècle. Rodin, Renoir, Saint-Saëns, Monet, que sais-je. Sacha n'est pas convaincu par cette première expérience cinématographique. On ne m'y prendra pas de sitôt, s'exclame-t-il. Et pourtant, rappelez-vous le roman des tricheurs et les perles de la couronne et bon voyage. Enfin bref, tous les grands films de Sacha Guitry, il deviendra un véritable cinéaste. Et lorsque de temps en temps, Lucien aperçoit la silhouette de son fils dans le Paris nocturne, on dit que néanmoins, malgré ce triomphe qui doit quelque part lui faire chaud au cœur, néanmoins, il détourne le regard. Et Sacha en fait autant. Et puis, en 1918, Lucien apprend que son fils fait jouer une pièce dont l'intrigue ne peut pas le laisser indifférent puisque c'est deux bureaux. On y voit un certain Jean-Gaspard de Bureau qui refuse d'abord à son fils Charles le droit de jouer sous son nom et puis, en fin de compte, qu'il choisit comme successeur après lui avoir donné ses ultimes conseils. Un véritable appel du pied, si je puis dire, de la part de Sacha, appel à la réconciliation. Si l'appel est clair,
Plus significatifs encore sont les costumes choisis, nous dit Henri Gidel. Dans la scène finale, Jean Gaspard et Charles sont tous les deux costumés en Pierrot, exactement comme Lucien et son fils sur une vieille photographie que Sacha garde précieusement dans sa loge. Elle date de 1890 et a été prise à Saint-Pétersbourg. Rappelez-vous cette soirée qui a peut-être décidé de la vie, de la carrière, du destin de Sacha. En 1918, Lucien vient donc assister pour la première fois à une pièce de son fils. Et cette fois, c'est Sacha Guitry qui raconte. Quand je suis entré en scène, quand je l'ai aperçu, mon cœur s'est mis à battre follement et il m'a fallu faire un véritable effort pour émettre un son. Je me disais, il ne vient pas pour me juger, j'en suis bien sûr, non, je le connais, alors pourquoi vient-il ? Entre la matinée et la soirée, Tristan Bernard m'apporta une lettre de mon père qui me parlait de ma pièce en termes émouvants et qui m'invitait à déjeuner pour le lendemain. Je suis arrivé, le cœur battant, il m'attendait visiblement ému. Il est venu vers moi, nous sommes restés longtemps dans les bras l'un de l'autre, puis il m'a dit enfin, pendant que tu jouais hier, sais-tu comment je te voyais à 5 ans, en Russie, dans mes bras ? Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Franck. Magnifique histoire entre ce père et ce fils. C'est le fils surtout dont nous allons aujourd'hui faire nos choux gras. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Sacha Guitry et vous recevez Franck Ferrand. Jacques Pessis, il est journaliste au Figaro, écrivain et auteur de Sacha Guitry. C'était la belle vie, paru à la librairie Vuibert. Alors c'est une journée, ce sont des rendez-vous que vous nous donnez tout au fil d'une journée mythique, Jacques Pessis, dans ce livre sur Sacha Guitry. Oui, le 24 juillet 1957, Sacha Guitry meurt à 3h20 du matin et je me suis dit finalement la mort de Guitry correspond à la fin d'une époque. On arrive presque à l'ère transistor, à l'ère yéyé. Donc comment... À l'ère Europe numéro 1. Alors il y a un chapitre sur François Truffaut à Europe 1 dans votre livre. Oui, parce que justement je suis parti dans Paris, dans tous les lieux possibles et imaginables où on parlait de Guitry. Vous savez qu'ici c'était les studios bien sûr de Sacha Guitry, c'est là qu'il a tourné 4 de ses films, pas parmi ses derniers films d'ailleurs, en tout cas juste avant la Libération. Oui, exactement. Donne-moi tes yeux notamment, tourné ici même là où nous sommes en train de parler en ce moment. Hein, et un film un peu oublié aujourd'hui mais qui est un film très important pour lui parce que finalement c'est Jacqueline Delubac qui l'a convaincu de venir au cinéma. Il ne voulait pas le faire et elle a dit mais tu passes à côté de quelque chose et effectivement Guitry non seulement a compris le cinéma mais il a inventé des choses puisque le principe d'une personne au téléphone comme lui, Orson Welles et quelques autres l'ont repris. C'est ça. Et il a en quelque sorte dépoussiéré un grand nombre des vieilles traditions du music-hall, du théâtre, de la scène, de la conférence, de la télévision, car il ne faut pas l'oublier. Il a même été l'un des premiers à jouer avec cet instrument de la télévision, beaucoup moins que de la radio évidemment, qui était devenu pour lui très habituel, la radio. Il y a eu exactement 248 interviews de Sacha Guitry à la radio, elles sont toutes pratiquement perdues. Oui. On les a pas gardées, puis il y a eu la guerre. C'était des causeries souvent, formidables. Des causeries, et puis à une époque, avant la guerre, il y avait des déjeuners au Fouquet's avec Mireille, et ensuite il traversait la rue, c'était le premier talk show, les amis de Mireille et Jean-Noël, et après avoir bien déjeuné, on s'amusait bien au micro. Et on pouvait suivre ça sur les gros postes de radio de l'époque. La TSF en bakélite noire. Ça fait donc 60 ans, si je ne m'abuse, 60 ans que le maître nous a quittés. Exactement, et personne n'avait raconté vraiment la France de 57, qui est une France qui est à la fois une France qui se remet de la guerre, les blessures sont terminées, on a encore des problèmes économiques, comme aujourd'hui, mais on est heureux. Et c'est cette France heureuse que j'ai voulu raconter dans C'est la belle vie, à travers Guitry, et je suis parti du principe, j'ai imaginé que tous les témoins qui avaient connu Guitry venaient présenter leurs condoléances à Nana Marconi et parler de Sacha. Donc tout est vrai sur Sacha. Nana Marconi est la dernière des 5 épouses de Sacha Guitry, celle à laquelle il avait dit lorsqu'ils se sont mariés « Vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs », ce qu'elle a fait consciencieusement et avec beaucoup de respect du reste. Avec beaucoup de respect, il l'avait rencontrée. Je pense qu'aujourd'hui il aurait été chez Mythique pour retrouver une femme. On lui avait parlé de cette femme, il avait divorcé et il s'est arrangé pour l'inviter chez elle. Il a commencé par lui dire des horreurs sur les femmes et comme ça l'a fait rire, il a dit c'est bon, je vais l'épouser. Alors justement, nous avons une question à ce propos. On a une question d'un auditeur effectivement qui s'appelle Benjamin et qui nous demande est-ce que l'humour de Sacha Guitry en particulier sur les femmes passerait encore aujourd'hui ou alors est-ce qu'il serait pointé du doigt comme un effroyable misogyne dangereux? Oui, la misogynie de Sacha, je pense qu'elle n'est pas en cause évidemment, mais on va peut-être revenir dans un instant aux causes de cette misogynie. Mais alors
Alors, pour ce qui est de l'époque, je crois que certains font au moins autant, sinon pire en ce moment. Je conseillerais à Benjamin d'aller voir le dernier spectacle de Gaspard Proust. Voilà. Il va voir ce que c'est. Sacha Guitry est un enfant de cœur à côté. Mais oui, on l'a dit, misogyne, en fait, il aimait les femmes, c'était un personnage qu'il s'est créé. D'abord, il vient d'une époque où, avec son père, il y avait quand même pas mal de misogynes autour. Bien donc, sûr, il oui. a été élevé là-dedans. Ensuite, il a été cocu plusieurs fois. Yvonne Printemps et quelques autres sont partis. Ça l'a marqué. En fait, c'était un séducteur intellectuellement, mais il semblerait que ça n'ait pas été un très grand amant. Les femmes avaient un problème avec Sacha Guitry, et lui en avait un énorme avec elle, non? Et lui, il aimait travailler. Il Oui. écrivait une pièce en 3 jours, il travaillait 15 heures par jour. La femme était nécessaire, c'était sa muse. Il avait besoin d'une femme à côté de lui, il ne voulait pas être seul. D'ailleurs, il y avait dans son appartement une chambre coupée en deux avec un espace pour que l'un voie l'autre. Et c'était comme ça que ça se passait toujours. Et quand une femme partait, il s'interrogeait sur la suivante déjà. Comment peut-on expliquer cette extraordinaire boulimie de travail, cette Oh, bah, il était incroyable prodigue. prodigalité? C'est inouï en fait. Mais il écrivait une pièce en 3 jours parfois. Il réfléchissait, il avait un don incroyable. Alors effectivement, il a fait 12 au 6e avant d'être rejeté par l'enseignement. D'ailleurs, son père lui avait dit un jour tu vas finir par te marier en 6e. et il n'aimait que ça. Il travaillait du matin au soir. Et le soir, il y allait au théâtre ou dans les soirées mondaines. Moi, je me dis toujours que s'il a habité avenue Élysée-Reclus, c'est qu'il avait un côté reclus. Oui. Cet hôtel particulier de l'avenue Élysée-Reclus était une sorte de musée absolument extraordinaire où il avait des tableaux, des sculptures, des objets historiques inoubliables. C'était un des endroits les plus fascinants de Paris et de l'aveu de tous ceux qui ont eu la chance de visiter cela. Celui qui a défendu Élysée-Reclus à la Libération, c'était un certain Alain Decaux, qui a été le secrétaire de Sacha Guitry, on l'oublie parfois. Et malheureusement, dans les années 60, on décide de détruire l'hôtel particulier, on ne garde rien de tout cela. C'est inouï finalement. C'est qu'au départ, Sacha Guitry dépensait beaucoup, même beaucoup plus qu'il ne gagnait. Pourtant, il gagnait beaucoup. Donc, à sa mort, il y a beaucoup de dettes. Et Lana Marconi a tenté de vendre ses autres propriétés pour sauver l'hôtel particulier, car il avait émis le vœu que cet hôtel soit un musée. Bien sûr. Mais malheureusement... Vous imaginez, aujourd'hui, on aurait un musée Sacha Guitry. Ça serait formidable. Et tout a été vendu. Il y avait des choses incroyables. Il y avait les collections de Molière en originaux. Enfin, il y avait tout. Il y avait les gants de Clémenceau. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Il vivait là-dedans. D'ailleurs, dans son bureau, il y avait tous ces objets et une toute petite table sur laquelle il travaillait. Il y avait juste de quoi poser du papier. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Sacha Guitry. On parle donc théâtre, écriture, film. Nous découvrons sa vie avec votre invité Franck-Jacques Pessis, journaliste au Figaro, écrivain et auteur de Sacha Guitry. C'était la belle vie, paru à la librairie Vuibert. Au moment de la mort de Sacha Guitry, il y a 60 ans, et c'est ce que vous nous racontez, c'est ce que vous réimaginez, si je puis dire, Jacques Pessis, au moment de sa mort, il est devenu une sorte de statue du commandeur, il est le grand homme de l'entre-deux-guerres, parce que c'est comme ça que les Français continuaient de le voir. Il ne faut pas oublier qu'il a été jeune, cet homme-là aussi, et que à partir de sa réconciliation avec son père, justement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il va vivre là au moins une quinzaine d'années, on va dire 1920-1935, inouï, extraordinaire, la plus grande vedette de son temps, disons-le, le roi de Paris. Mais bien sûr, et les pièces dépassent quelquefois 200 représentations, ce qui est très rare pour l'époque, que ce soit Mon père avait raison, Faisons un rêve, Quadrille, ou ce soit le comédien, c'est un triomphe à chaque fois. De temps en temps, il y a une pièce qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. Elle est immédiatement remplacée par une autre, Oui. il en a 10 en tiroir. C'est pas un problème. Et à chaque fois, il joue en permanence ces personnages. En plus, quand il va découvrir le cinéma, il va découvrir lui aussi des comédiens, et il va apporter à une nouvelle génération ce qu'il a lui-même inventé. La génération des comédiens de cinéma des années 50 et 60 lui doit énormément. Il est le grand ami de Michel Simon, bon ça on va pas s'étendre là-dessus, mais il a découvert des gens comme Louis de Funès ou Jean Poiret par exemple. Mais bien sûr, Louis de Funès, il a cru en lui quand personne ne croyait en lui. Il l'a engagé au cinéma et il l'a même engagé au théâtre avec un autre débutant auquel il croyait, un certain Robert Lamoureux, Et voilà. qu'il avait pris comme figurant. Ils ont joué ensemble Faisons un rêve, mais Guitry était malade, il était dans son lit et il a fait répéter Lamoureux, de Funès et Daniel Darieux chez lui, avenue Élysée-Reclus. Et il y avait un téléphone installé dans la loge de Robert Lamoureux chaque soir, ce qui était rare à l'époque, pour qu'entre chaque acte, il appelle Guitry pour lui dire comment ça se passait.
Et il y avait donc, je disais, ce Poiret-Serrault, enfin tout. Ah, mais Poiret et Serrault, un jour, Jean Poiret est réveillé à 9h du matin, il signe Sacha Guitry, il croit à une blague, il raccroche, il pense que c'est l'imitateur Jean Valjean, le téléphone sonne à nouveau, et finalement il va découvrir que Guitry adore Poiret et Serrault, et ils vont être les vedettes de l'un de ses derniers films. Alors nous sommes dans une émission d'histoire et évidemment on a beaucoup eu l'occasion de parler de la vision que Sacha Guitry avait de l'histoire. Il était un passionné d'histoire, il vivait dans, pour et par l'histoire. Il n'est que de voir d'ailleurs la fameuse conférence Ceux de chez nous dont je parlais tout à l'heure et qui a été immortalisée par Frédéric Rossif en 1947, 10 ans avant sa mort. Et là on voit à quel point il vit dans l'histoire. Mais c'est une histoire un peu fantaisiste, il faut bien le dire. Qu'il s'agisse de l'histoire de Versailles ou de celle de Napoléon ou de celle de Talleyrand, etc. C'est joliment troussé, c'est merveilleusement dialogué, c'est joué avec l'inspiration qui est celle de Sacha Guitry, mais on est un petit peu loin de la vérité historique quand même. Mais il s'en fiche complètement, il le dit lui-même, il dit je suis un auteur dramatique, j'interprète l'histoire à ma manière, et c'est vrai qu'il est un passionné d'histoire et que son Napoléon, qui au départ durait 4h30 avec Pierre Mondy, a été réduit, il aurait pu faire un feuilleton autour de Napoléon. C'était sa véritable passion. Tous les personnages qu'il a créés étaient inspirés de la réalité, mais adaptés à sa manière. Oui. Il y avait chez Sacha Guitry la volonté d'amuser et de plaire. Il fait partie de ces auteurs et de ces metteurs en scène et de ces acteurs qui vont vers le public, qui veulent plaire au public. On voit à la fin de Si Versailles m'était compté, le cher Bourvil, qui est déguisé qui est habillé en gardien de musée, en guide du château de Versailles et qui dit « Oh, la vérité historique, on s'en moque bien et les erreurs aussi quand c'est le cœur qui les commet. » Il fallait que ce soit le cœur qui commit les fautes, bien entendu. Sacha Guitry avait connu, lui, ceux qui avaient fait l'histoire, si je puis dire. J'ai cité Clémenceau tout à l'heure, il était l'ami d'Octave Mirbeau, enfin c'est inouï. Il a connu Sarah Bernard, il a connu Tristan Bernard, il les a tous connus. Il a même d'ailleurs sauvé Tristan Bernard en lui permettant d'être libéré des Allemands pendant la guerre. Mais Guitry, jusqu'au bout, a voulu apporter le bonheur. Malade sur son lit, sachant qu'il allait mourir, eh bien il a continué à écrire des pièces drôles parce qu'il voulait apporter le bonheur jusqu'au bout. Il a aussi continué à faire des films, tous plus étonnants. François Truffaut avait une vraie fascination pour le roman d'un tricheur. Oui, parce que c'est pour lui un film qui est considéré comme culte. Il a inventé quelque chose. D'abord, il y a un rôle. C'est la première fois qu'au cinéma, il y a le personnage principal qui s'exprime off à l'écran. Ça n'était jamais arrivé. Et ensuite, ça a inspiré beaucoup de comédiens. Et regardez Citizen Kane, Orson Welles, il fait exactement la même chose. Il joue jusqu'à quel moment au théâtre, Sacha Guitry? Parce qu'on le voit dans des films jusqu'à une période très avancée. Nous avons même des photos et des images de lui avec sa barbe à la fin quand il souffre énormément. Il est vraiment devenu un vieux monsieur là dans un triste état. Jusqu'à quand est-ce qu'il monte sur les planches? Jusqu'à quand est-ce qu'il établit avec le public cette espèce de contact dont il avait besoin tous les soirs? Alors la dernière représentation est à Bruxelles en 1953. Il a du mal à marcher, il ne peut plus mettre ses chaussures et ce soir-là c'est la dernière fois qu'il va monter sur scène. Après il va se consacrer au cinéma dans un fauteuil roulant porté par ses assistants, mais il va travailler jusqu'au bout. Oui. Il est toujours dans des projets. On a vendu récemment, il y a quelques années, lors de la grande vente Lana Marconi, justement, on a vendu un grand nombre de scénarios inédits, c'est-à-dire des scénarios de films qu'il avait écrits, qu'il voulait tourner, qui n'ont jamais été tournés. Il y avait même plusieurs pièces également qui n'ont jamais été mises sur le théâtre. Vous croyez qu'on verra un jour ces œuvres? Ce serait génial, mais quelques jours avant de mourir, il reçoit la visite de son producteur, Clément Duhour, qui doit tourner au mois d'août avec lui un film qui s'appelle La vie à deux. Et Guitry le regarde et fait « Oh, à quoi bon ?» car il sait qu'il va disparaître. Mais il avait toujours un projet, car il voyait toujours demain et jamais le passé. Les Français avaient manifesté un peu de mauvaise humeur à l'égard de Sacha Guitry à la Libération pour des raisons, je crois qu'on peut vraiment dire aberrantes. Dieu sait que j'ai consacré moi-même une émission sur les artistes pendant l'occupation et certains auraient des choses à se reprocher, mais pas Sacha Guitry qui n'a fait somme toute que son métier pendant la guerre, mais qui n'a jamais collaboré avec les Allemands de près ou de loin. Néanmoins, il y avait toujours cette espèce de suspicion qui planait sur lui. Et est-ce qu'on peut dire que ça a assombri ces 12 dernières années? Ah mais complètement, c'est-à-dire qu'il a été arrêté chez
chez lui. Il s'est retrouvé en prison pendant 2 mois, 60 jours de prison. Il a marché avec des mitraillettes le long du Champ de Mars en pantoufles et en robe de chambre. Et il est arrivé là-bas, il n'y avait aucun motif pour l'arrêter. Il y a eu 2 non-lieux. Et on a même cherché des preuves. Et il y a un juge qui, ne trouvant pas de preuves, a passé une petite annonce dans les journaux en disant « Envoyez-moi des preuves contre Guitry ». Il y en avait pas. Les fameux monitoires de l'Ancien Régime, ça. Oui, hein. et il a été victime, effectivement. Bon, il a sauvé des gens, il a parlé aux Allemands, mais il n'a fait qu'aider des gens. Maurice Ténac, un de ses comédiens favoris, a toujours dit « Guitry m'a sauvé la vie pendant la guerre ». Et il ne s'en est jamais vraiment remis, ça c'est évident. Et celui qui était son plus grand défenseur, j'en parle dans le livre, c'est le colonel Rémy, qui a toujours cru en son innocence. Il y avait autour de lui des fidèles parmi les fidèles, Jeanne Fusilier-Gire, Pauline Carton. Il y avait etc. une liaison qui a couru le bruit d'une liaison entre Pauline Carton, qui était quand même pas très belle, et Sacha Guitry, et elle a dit, le pauvre, il mérite quand même pas ça. Ah là, elle était très dure envers elle-même, Pauline Carton, qui nous manque aussi. Oh oui. Grâce à vous, et grâce à cet ouvrage qui a célébré, il a été le seul à célébrer les 60 ans de la mort de Sacha Guitry, donc c'était le 24 juillet 1957. Grâce à ce livre, on revit non seulement une carrière extraordinaire et un personnage hors du commun, mais aussi toute une époque, toute une atmosphère si particulière, une France relativement insouciante, somme toute, en 1957. C'est le titre de votre livre, c'était La Belle Vie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Sacha Guitry depuis 14h sur Europe 1. Il est temps maintenant de suivre ses pas. Nous allons découvrir les théâtres de Sacha Guitry avec Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle est votre guide cet après-midi sur Europe 1 et vous pouvez la lire dans les pages de Femmes Actuelles Jeu. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck. Je peux vous dire que à chaque fois en attendant le lever du rideau, je me promène dans les couloirs du théâtre Antoine. Ça commence à faire quelques dizaines de fois là maintenant. Et il faut dire que ce théâtre n'a quasiment pas changé depuis sa création. C'est formidable. Je pense bien sûr à Monsieur Antoine, à Pierre Brasseur, à Louis Jouvet qui ont hanté ces lieux. Mais j'ai souvent une petite pensée pour le tout jeune Sacha qui a joué plusieurs pièces au début du siècle. Dans les années 1907-8, il venait jouer ici au théâtre pour Antoine. Vous, ça n'était pas un mauvais présage parce que parmi les pièces qu'il a interprétées au théâtre Antoine, il y a le cocu qui faillit tout gâcher et le mufle en 1908. Mais cherchez à qui je ressemble le mieux des deux. En attendant, Clémentine, c'est au théâtre de la Renaissance que Sacha a fait ses premiers pas sur les planches. Et oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, son père en étant le directeur, évidemment, ça simplifie les choses pour faire ses débuts sur les planches. Et son père Lucien va même diriger la Renaissance de 1902 à 1909. Et qui l'avait précédé, eh bien, la grande Sarah Bernard, qui en a été la directrice elle-même entre 1893 et 1899. Avant d'aller créer son propre théâtre, en fait. Oui, alors c'est ce que va faire d'ailleurs Sacha Guitry. Mais ce théâtre de la Renaissance, c'est vraiment un endroit majeur, car la salle dans laquelle a joué Sacha Guitry pour la première fois, elle avait été construite en 1872 sur les décombres d'un restaurant incendié par la Commune. Mais c'est l'héritière directe d'une salle voulue par Victor Hugo et Alexandre Dumas. En 1837, ils avaient obtenu le droit de créer un nouveau théâtre, la Troupe de la Renaissance, pour porter la voix du romantisme. Alors évidemment, vous avez cité Sarah Bernard, vous avez cité Lucien Guitry, mais c'est aussi le théâtre de la Renaissance, là où Feydeau a créé sa première pièce, d'ailleurs pour dames, en 1886. Donc vraiment, commencer là. C'est par essence le théâtre des grands boulevards, ce théâtre de la Renaissance avec ses grandes cariatides là sur la façade, il est tout en hauteur. C'est le vrai théâtre. Alors on dit qu'il est bâti sur un cimetière. Oui, exactement. Autrefois, il y avait là un charnier. Ça serait bien possible, parce qu'il y a eu 500 cimetières d'églises en Paris, donc on a des squelettes sous les pieds. C'est André Castelot qui disait à Paris, on marche sur des cadavres. Oui. Alors, de 1911 à 1920, Sacha Guitry joue au Maturin et au Bouffe parisien. Au Maturin, au Bouffe parisien, beaucoup. De 1913 à 1919, il dirige le théâtre des Mathurins qui prend son nom, qui devient le théâtre Sacha Guitry. Mais celui avec lequel il a la plus grande histoire d'amour, naturellement, vous le citiez tout à l'heure, Franck, c'est le théâtre Édouard VII. Pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, il se trouve sur le Square, une place à l'anglaise, non loin de l'Opéra, du Palais Garnier. Avec une belle statue du roi Édouard VII. Exactement, alors qui était un grand amateur de théâtre, qui jouait les maris moribonds de temps en temps pour ses amis. Et cette place, elle a été aménagée par un architecte anglais, William Sprague, qui construit la salle de spectacle en 1913. Il y a eu d'abord, avant le théâtre Édouard VII que nous connaissons, il y a eu un cinéma, le Kinéma Color. On parlait l'autre jour des plus vieux cinémas de Paris, bien là c'était un cinéma avant d'être un théâtre.
puis en on fait, était hein. en plus pas loin du Grand Hôtel Eh où ben, bien Méliès sûr. avait Bien pour la première sûr. fois avait créé le cinéma. Donc qui crée un Le Grand théâtre? Café des Capucines, Évidemment, en l'occurrence, pas le Grand Hôtel. un homme Oui. de théâtre, Alphonse Franck, ancien directeur du théâtre des Capucines et du théâtre du Gymnase. Et alors là, Sacha Guitry commence avec cette pièce intitulée Je t'aime, dans laquelle il fait jouer Yvonne Printemps. Il lui déclare sa flamme sur scène. Tout Paris est en émoi. Cette pièce est évidemment un succès. Et pendant 10 ans, Sacha Guitry va faire le succès, la prospérité du théâtre Édouard VII. C'est aussi, il faut retenir que quelques éléments de ces 10 années de théâtre. C'est le théâtre où Lucien Guitry tient son ultime rôle dans Le Lion et la Poule. C'est aussi le théâtre où Sarah Bernard aurait dû créer une pièce intitulée Un sujet de roman. Elle la répète jusqu'à la veille de la Générale et elle est incapable, finalement, elle ne pourra pas la jouer. Elle mourra, mais l'affiche, on peut voir l'unique affiche d'un sujet de roman dans le grand foyer du théâtre Édouard VII, si l'on y va aujourd'hui. Et puis c'est enfin, puisque vous parliez d'anniversaire, le 17 janvier 48, malgré les menaces, malgré le chantage, que Sacha Guitry fait sa rentrée à Édouard VII dans Le Diable boiteux. Et 17 janvier 48. Ça va être le 70e anniversaire, le 17 janvier prochain, et il s'impose. Et il y a 10 rappels. Alors quand on voit, pour un certain nombre de pièces de théâtre contemporains, la faiblesse, la timidité des rappels, ces succès à répétition, c'est ça le véritable miracle du théâtre Sacha Guitry. Et puis, enfin, 1930-1944, sa salle de prédilection, pardon, c'est le théâtre de la Madeleine où il va créer le Nouveau Testament où n'écoutez pas Mesdames, et puis son ultime représentation. Où ça, je vous le demande, un peu au théâtre des variétés, l'un des plus ultime représentation parisienne, puisque parisienne. comme nous le disait Jacques, sa dernière représentation c'était à Bruxelles. Mais à Paris, c'est au théâtre Montansier, créé en 1807 par la grande reine du théâtre, Madame de Montansier, une pièce Mademoiselle qui s'intitule Montansier dont on parlait l'autre jour. Bien sûr. Alors la pièce s'intitulait pas Le Sang Bleu, mais vous citiez son ultime montée sur les planches à Bruxelles le 13 décembre 53. Que joue-t-il ? Eh bien, il joue De Bureau, c'est-à-dire la pièce que vous aviez citée tout à l'heure et qui raconte l'histoire d'un père et de son fils sur les planches, précisément. Merci beaucoup Clémentine. On est passé peut-être un tout petit peu vite sur le théâtre où il a joué les plus grands succès de sa carrière, donc de 1930 à 1944. C'est notamment le théâtre où il joue pendant l'occupation, et on peut dire que les pièces de Sacha Guitry sont une des rares distractions que les Parisiens aient et conservent pendant l'occupation, et c'est le théâtre de la Madeleine. Bien aussi, hein, donc aussi une très belle salle d'ailleurs. Il y avait une mystique du théâtre chez Guitry. Quand je dis du théâtre, là je ne parle plus de l'art théâtral, je parle du bâtiment lui-même. C'était sa fascination, ça. Hein. Son texte sur le rideau rouge est une merveille. Mais il aimait le comédien avant tout. D'ailleurs, quand son texte sur le comédien est un modèle du genre. Oui. Et ça lui correspond parfaitement. C'est un peu un autoportrait, on pourrait dire d'une certaine manière. Très nettement un autoportrait. Merci beaucoup Jacques Pessis. Je rappelle que votre livre Sacha Guitry, C'était la belle vie est édité à la librairie Vuibert. Merci Clémentine de nous avoir promenés dans les foyers, dans les halls et dans les salles des plus beaux théâtres parisiens. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et nous restons dans le quartier des théâtres, mais cette fois c'est un hôtel où vous nous emmenez, chère Lorena Martin. Bonjour, l'hôtel Sacha. L'hôtel Sacha, qui est en hommage au théâtre et un petit clin d'œil à Sacha Guitry. Nous sommes au 7 rue de Navarin, dans le 9e arrondissement de Paris, dans la Nouvelle Athènes. Et on est là en contrebas de la butte Montmartre et du Moulin Rouge. Et cet hôtel donc rend hommage à la tradition du théâtre, à cette frénésie artistique du 9e arrondissement. Il a ouvert en septembre 2015. Il a entièrement été décoré par l'architecte Julie Gautron, qui a réussi à créer cette ambiance feutrée. On retrouve la couleur rouge dominante des théâtres dans les pièces communes. Le hall d'accueil et le bureau de réception a été décoré à la fois comme un intérieur parisien d'entre-deux-guerres, mais aussi un hall d'accueil de théâtre. On est tout de suite transporté dans cet univers. Et dans les chambres, on a l'impression d'être sur scène, c'est ça ? Exactement. Vous avez des spectateurs ? Voilà. Donc dès le vestibule, en fait, il y a l'entrée des artistes est signalée de façon lumineuse, et dans les chambres, l'architecte a vraiment travaillé sur la composition de la chambre comme un petit théâtre avec un côté salle, un côté scène. On a vraiment l'impression d'être dans une salle de spectacle à la recherche de sa loge. On retrouve les rideaux de scène, ces lourds rideaux de velours qui viennent habiller les chambres. Il y a des tapisseries sur le thème du théâtre sur les murs ou alors de la toile de Jouy. Et les chambres sont composées sur le registre de l'alcôve et se déclinent en rouge, jaune, bleu ou vert. Elles sont toutes différentes. Et dans les couloirs, on a aussi des affiches, des gravures, des photos sur le thème du théâtre que les propriétaires ont chiné dans des puces. Finalement, c'est l'endroit rêvé pour aller s'installer quand on vient à Paris pour aller au théâtre. Vous êtes déjà dans l'ambiance dès l'hôtel, en quelque sorte. Ça s'appelle l'hôtel Sacha ? L'hôtel Sacha. 7
7 rue de Navarin dans le 9e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.